Alors, cette semaine, SpaceX a eu la chance ou l'honneur d'avoir le contrat de faire revenir la Station spatiale internationale sur notre petite Terre. Maintenant, ce qui est important, oups, j'ai fait une belle photo tout à l'heure. Voyons voir si je peux trouver cette photo, ça serait fantastique. Voilà. Donc, la Station spatiale internationale est dans l'espace depuis 1998. Donc, le projet des navettes spatiales ont envoyé dans l'espace entre 1998 et 2010 à peu près toutes les composantes pour faire la station spatiale ici. Maintenant, il faut garder que la partie centrale ici date d'une trentaine d'années. N'oubliez pas que c'était le premier module et on a ajouté les modules à cette station. Maintenant, ce qui est intéressant avec la Station spatiale internationale, c'est qu'on a c'est comme si c'était un bâtiment dans l'espace dans lequel, puisqu'il est tellement immense, a besoin d'une équipe pour s'assurer qu'on puisse maintenir cela dans l'espace. Maintenant, la vie qu'on avait donnée à la station était de jusqu'en 2030. N'oubliez pas que je sais qu'il y a certaines parties ici qui ont été emmenées dans l'espace dans les années 2010. Donc ça veut dire qu'ils sont plus récents. Deuxièmement, il faut considérer que même s'il y a des parties plus récentes, il y a des parties qui sont un peu plus âgées. Ça, c'est une des choses. Maintenant, il y a plein de parties qui peuvent être réparées dans l'espace. Il y a certaines composantes ici qu'on peut ramener sur Terre, faire des réparations et les retourner dans l'espace. Mais ici, dans son ensemble, la station spatiale est un immense projet. Je vais quelques statistiques ici. On mentionnait que la masse de la station spatiale, c'est 430 000 kilogrammes. Donc ça, c'est 430 000 tonnes de matériel dans l'espace et on a besoin d'une équipe pour faire cela. Cette station spatiale, elle vole dans une orbite terrestre assez basse et ça lui permet de pouvoir avoir un chemin sans trop de débris dans l'espace. Par contre, on est assez près de la Terre, donc il y a quelques molécules d'oxygène qui peuvent affecter un peu la structure. Bien sûr, donc il faut faire attention à cela. Donc, si on regarde la nouvelle de la NASA, ici, on appelle ça qu'on a fait la sélection pour enlever de l'orbite notre Station spatiale internationale. Le contrat, c'est pas un petit contrat, c'est un contrat de 843 millions de dollars pour le retourner sur Terre. Maintenant, je sais qu'il y a plusieurs compagnies qui ont été approchées et on a choisi SpaceX probablement à cause du fait que, premièrement, SpaceX a montré d'excellents résultats avec ce qu'ils ont fait depuis un certain temps et je ne sais pas s'il y a d'autres compagnies qui ont les technologies pour s'assurer que tout va bien. Donc, je vais mettre ici un petit document. Je vais mettre le lien ici dans le clavardage ici pour ceux qui veulent aller voir. Donc, la grande question, c'est est-ce qu'on aurait pu sauver cette station spatiale internationale? Donc, ici, il y a comme un document de recherche qui a regardé l'ensemble des possibilités pour la station. Donc, il y a une liste ici. Donc, certaines de ces options étaient de le faire entrer la station spatiale de façon non contrôlée dans l'espace de la Terre. La difficulté, c'est que si ce n'est pas contrôlé, il peut y avoir des morceaux qui peuvent atterrir un peu partout. Et le problème, c'est qu'on ne veut pas que ceci tombe où il y a des habitants et on ne veut pas blesser personne. Donc, le retourner avec contrôle est important. Et habituellement, il y a une zone zéro qui est dans le Pacifique où c'est loin de... C'est l'endroit où il y a des milliers de kilomètres où il n'y a absolument rien, pas d'île et rien. Et donc, c'est une bonne chose, surtout pour les morceaux qui ne sont pas brûlés dans l'espace. Une autre chose qui avait été considérée, c'est est-ce qu'on pourrait défaire la Station spatiale internationale de l'espace et le ramener sur Terre? Parce que bien sûr, il y a des choses importantes, il y a des expériences qu'on a fait là-bas, mais il faut regarder en tête c'est fait de plusieurs compagnies. Alors, qui a droit à différentes technologies, au savoir-faire et ainsi de suite? Et défaire la station spatiale dans l'espace demande une équipe pour le faire. Et bien sûr, est-ce qu'on veut avoir de très grandes équipes pour le défaire? Donc, ce n'est pas très viable. Une autre chose serait ici, de
le briser en plus petits morceaux et de changer peut-être l'altitude de la Station spatiale internationale. Parce que si on change les altitudes, ça pourrait permettre de pouvoir allonger la vie de notre station spatiale. Par contre, si on change d'altitude, le problème, c'est qu'il y a plus de débris dans l'espace, il y a des satellites de communication. L'autre chose, c'est que, et donc il peut y avoir des collisions et avoir des difficultés. Une autre chose, c'est que si on le brise en petits morceaux, la station spatiale, elle est fantastique et elle fonctionne comme un ensemble. Avoir seulement un module par lui-même aurait de la difficulté à pouvoir avoir une utilité à long terme. Donc, c'est un sujet qu'on a enlevé. Une autre chose ici, ce serait de le briser en plus petits morceaux et de faire entrer ces morceaux dans l'atmosphère. Là aussi, ça prendra des équipes pour les défaire. Est-ce que c'est viable ou est-ce que est le coût de cela, bien sûr? On pourrait possiblement ici utiliser des moteurs et de l'énergie et le pousser en orbite plus grande pour essayer de le garder avec une vie plus longue. Difficulté, et il y avait un graphique de cela. Voyons voir. Donnez-moi un instant. Ça, c'est un graphique. Donc, si on regarde l'altitude, on a ici l'altitude d'à peu près 415 km. Si on monte les altitudes, on peut voir que ici, le temps de vie ou l'opportunité de vie de la station descend pour toutes sortes de raisons. Il peut y avoir des collisions, des changements, parce que si on prend des fusées pour pouvoir pousser, il y aura des vibrations, il y a toutes sortes de choses à considérer. Et on s'est trouvé à dire, c'est peut-être pas la meilleure chose, bien sûr. Parce que est-ce que la station spatiale a des petits moteurs pour bien sûr rester en orbite, mais n'a pas assez de moteurs pour changer l'orbite totale ici. Donc, il faudrait investir pour remettre des nouveaux moteurs sur la station. Mais est-ce qu'on a les sous? Est-ce qu'on veut faire cela? Et c'est quand même une station qui date d'une trentaine d'années. Est-ce qu'on préférerait avoir possiblement une station recommencer à neuf si nécessaire? Et ça, c'est une bonne question. Et donc, je vais continuer ici, c'est intéressant. Des orbiting. Il y en avait d'autres choses. Voyons voir. Ici, fragmentation étant dans l'espace, ça cause des problèmes. On a ici, est-ce qu'on pourrait utiliser peut-être un partenaire du côté privé pour pouvoir s'occuper de la Station spatiale internationale? Ça, c'est une bonne idée parce que ça lui permettrait peut-être de continuer à faire des recherches. La question de cela, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment de compagnie qui a dit « moi, j'aimerais faire ça », premièrement. Deuxièmement, c'est une station qui vieillit, donc les coûts qu'une compagnie devrait mettre pour la garder en état, c'est un problème. Troisièmement, ce n'est pas un projet qui est d'un pays des États-Unis. C'est une collaboration entre ici les États-Unis, le Canada, l'Europe, le Japon et même la Russie. Ça veut dire qu'il y a comment je peux dire ça? Il y a des technologies qui appartiennent à ces pays et ça devient un peu plus difficile à savoir qu'est-ce qui arrive s'il y a une compagnie qui a accès à cela. Donc, il y a certains pays qui ne sont pas très d'accord. Donc, puisqu'il n'y a eu pas vraiment de personnes ou de compagnies qui ont décidé de faire ça, ça ne fonctionnera pas. Et puis, l'autre chose, c'est est-ce que ça vaut la peine ou ça vaudrait la peine de garder la Station spatiale internationale pour encore quelques années? La difficulté, c'est que les coûts pour pouvoir continuer à faire cela augmentent. Et bien sûr, les budgets descendent, surtout pour certains projets. Présentement, si on regarde les annonces sur l'exploration spatiale, on s'intéresse beaucoup à la Lune maintenant. Il y a la station Gateway qu'on veut faire autour de la Lune en orbite. Et donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a une baisse de budget pour une station près de la Terre. Mais gardez en tête que la Chine a quand même une station qui est en orbite. Donc, on pourrait faire, si on voulait, des associations avec eux si possible. Et donc, la conclusion avec ceci, sachant que oui, il y a plusieurs options, en regardant la viabilité, en regardant l'âge du bâtiment, et donc, on a décidé que la meilleure façon, ce serait de prendre la Station spatiale internationale. Si je peux changer ça. La Station internationale comme ensemble et demander à SpaceX de le ralentir de façon à ce que ralentir la Station spatiale internationale va faire que la gravité de la planète Terre va
absorber ou va attirer de plus en plus, de façon à ce qu'on puisse contrôler son entrée dans l'atmosphère. Il y aura beaucoup de désintégration et donc on pourrait finir par avoir ceci dans l'océan. J'avais vu aussi, il y avait une option, est-ce qu'on pourrait faire, par exemple, briser, faire exploser la Station spatiale internationale? Comme ça, si c'est en plus petits morceaux, peut-être que ça finirait par entrer dans l'atmosphère. La difficulté avec cela, regardez un peu les statistiques, ça ferait des millions et des millions de particules plus grands qu'1 millimètre. Et ça pourrait affecter, créer de la pollution, bien sûr, et affecter un paquet d'autres projets qui iraient dans l'espace. Donc, on a décidé que la Station spatiale internationale finirait ses jours à la fin 2030. Donc, on va voir ce que SpaceX va faire pour nous. Donc, ça, c'est la première section que j'ai sur l'actualité en astronomie aujourd'hui. Le deuxième segment que nous avons aujourd'hui se rapporte bien sûr à la Chine. Donc, voyons voir, il y a un projet. Est-ce que c'est celui-ci, celui-ci, celui-là? Voilà. Donc, on a le projet de Chang'e 6 qui a atterri sur la face cachée de la Lune il y a peut-être un mois ou quelque chose comme ça. On a eu cet objet ici, on a eu le bras qui a pris des échantillons de sol. Oh, je devrais vous montrer, il me semble que ça serait intéressant. Voilà. On a eu l'atterrissage sur la face cachée de la Lune. On a eu ici un bras mécanique qui a pris des échantillons ici de Terre, les a mis dans la capsule ici. La capsule est retournée dans l'espace. Pendant quelques jours, elle a fait l'orbite de la Lune et a finalement revenu sur Terre le 26, je me rappelle bien, c'était le 26 juin. Ça, c'est fantastique. Donc, ça ici, ça vient d'un site web ici anglais de la Chine. Ça s'appelle ici le Conseil des États du peuple de la République de la Chine. Voilà. Et on nous dit quelques informations ici. Donc, premièrement, on nous dit qu'il y a une collecte de presque 2 kg d'échantillons lunaires. Donc, ça, c'est excitant. Donc, on a 1935,3 grammes. Donc, ça, c'est un succès fantastique. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que Chang'e 6 était comme un peu un programme d'extra au cas que Chang'e 5 aurait des problèmes et ne fonctionnerait pas. Mais puisque la Chine avait cet engin, ils l'ont envoyé pour avoir sa mission indépendante. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, ça vient du 28 juin. Donc, ça, c'était hier. On a fait, bien sûr, on a célébré le retour de cet échantillon et, bien sûr, le succès de ceci. Il y a quelques photos intéressantes. Donc, on peut voir ici qu'ils emmenaient l'échantillon ici. Je suis un peu surpris qu'ils emmènent l'échantillon directement pour la conférence de presse, sachant que si on prend l'astéroïde Bennu, par exemple, qu'on va parler tout à l'heure, où les échantillons devaient être gardés sous un environnement qui était très stable. Maintenant, en Chine, ils ont peut-être des technologies qui ont permis de cela. Donc ici, on a la boîte, ici avec des échantillons. Voilà. Et ici, ça nous montre la capsule ici dans laquelle on a extrait l'échantillon ici. Alors, ce que je ne sais pas, moi, comme scientifique, possiblement que ceci aurait été dans un endroit beaucoup plus contrôlé. Donc, il se peut que ceci soit pour les médias. Et par contre, je fais très confiance à ces scientifiques parce qu'ils ont ramené des échantillons d'astéroïdes et d'autres petits endroits, si je me rappelle bien, depuis un certain temps. Donc, ils ont la technologie de faire un travail fantastique. Donc, je suis très fier d'eux. Comme scientifique, c'est fantastique. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah, voilà, ça vient, c'est une photo qui vient de Scientific American. Et puis, ça montre ici la capsule lorsque celle-ci est tombée ici sur le sol ici. Et puis, ça, c'est revenu, si je me rappelle bien, le 25 juin. Donc, ça, c'est ce qu'on a ici. Et ça, c'est ce qui était montré lorsqu'ils sont allés en laboratoire. Donc, c'est ça, je me dis qu'il se peut qu'il y ait, ça se peut qu'on ait nettoyé l'extérieur, malgré le fait qu'ils sont peut-être très rapides parce que ce n'est pas la première fois qu'ils font ça. Donc, félicitations aux Chinois pour ceci, je suis très fier d'eux. Notre troisième, alors voyons voir, on va mettre ça comme ça, voilà. Est-ce que j'ai une bonne photo? Voilà. Le troisième sujet que nous allons voir aujourd'hui se rapporte à la capsule Boeing, on la voit ici,
qui est maintenant à la Station spatiale internationale. Donc, il y a une vingtaine de jours, à peu près 3 semaines, Boeing a eu la chance de pouvoir envoyer dans l'espace sa capsule après quelques semaines de délai. Et puis, elle a réussi à se rendre à la Station spatiale internationale. Donc, ça, c'est un succès fantastique. N'oubliez pas que la Station spatiale a été visitée seulement par des programmes spatiaux comme les programmes américains, des programmes qui, peut-être que l'Union européenne est allée une fois ou deux, mais les fusées Soyuz ont envoyé des astronautes pendant tellement de temps, c'était fantastique. Maintenant, SpaceX fait partie de la course maintenant et Boeing veut faire aussi partie de ces programmes. Donc ici, on est arrivé, tout va bien. Il y a eu quelques difficultés lorsqu'ils se sont arrimés. Ils ont remarqué que lorsqu'il y a eu le décollage, il y a eu quelques fuites d'hélium. J'ai entendu dire qu'il y a assez d'hélium pour faire un retour sans problème sur Terre. On a aussi quelques petites fusées ici pour le retour, pour s'assurer de bien contrôler la capsule pour son retour, qui a eu quelques difficultés. Donc, j'ai écouté une conférence de presse il y a quelques temps. Donc, il y en a eu une hier à 2 heures. Et puis, je vais mettre les liens dans la section description lorsque je vais éditer la vidéo. Mais ici, on mentionnait que présentement, on dit que les astronautes sur la station ne sont pas pris là. Ils pourraient revenir sans problème. Ce qu'ils font, alors ils ont utilisé un mot intéressant. Ils se sont dit qu'ils sont en train d'étudier la capsule, l'arrimage, de façon à ce qu'ils puissent s'occuper ou adresser certains points pour la certification de leur capsule pour venir sur la Station spatiale internationale. Donc ici, l'idée, c'est que, alors ils ont dit même plusieurs fois, c'est intéressant. Donc l'idée, c'est qu'ils ne sont pas pris là. Ce n'est pas un problème. Donc selon Boeing, selon la NASA, on dit, on les laisse un certain temps pour étudier ce qui se passe, accumuler des connaissances, comme ça, ils peuvent améliorer encore plus leur capsule. Donc ça, c'est intéressant de ce côté-là. On a mentionné que les deux choses qu'ils font, c'est qu'ils prennent des données, ils s'occupent aussi des fusées, des réacteurs pour pouvoir se rendre et pour le retour, ainsi que pour la fuite d'hélium. N'oubliez pas que c'est la première fois que Boeing envoie une capsule et bien sûr, plus il y a de données scientifiques, plus c'est facile pour eux d'améliorer leur capsule pour les voyages suivants. Donc, on va voir ce qui va arriver, mais en ce qui me concerne, avec les informations que j'ai ici, on peut voir que le projet de Boeing avance bien et je suis content que tout le monde est en sécurité à la station. Moi, je pense par exemple qu'il va falloir qu'on envoie du ravitaillement à la station bientôt, parce que gardez en tête que s'il y a 2 personnes de plus, ça veut dire qu'il y a peut-être, je ne sais pas, 20% de plus de personnes à la station. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de demandes sur la nourriture, l'énergie, ainsi que pour l'eau, ainsi que les déchets. Donc, on va voir qu'est-ce qui va en arriver ici. Ça fait partie, bien sûr, de notre programme spatial ici. Donc, ça, c'est notre 3e sujet aujourd'hui. Voyons voir. Un 4e sujet ici qui a été communiqué, et ça vient du 26 juin. Donc, ça, il y a 3 jours. Il y a eu un document, voyons voir, un projet de recherche, une publication, voilà. Il y a une publication de chercheurs en ce qui concerne les échantillons qui viennent de Bennu. Si vous vous rappelez bien, Bennu est un astéroïde, voyons, qui était près de la Terre. Chose intéressante, on a envoyé Osiris-Rex à l'astéroïde. On s'est approché de l'astéroïde, on a pris un échantillon et on est revenu. Donc ça, c'est excitant. Et puis, on a donné quelques informations utiles. Donc, au lieu de regarder ici le projet ou la petite information ici de la NASA, ils ont mis un lien, et je ne sais pas où est le lien, avec la publication qu'ils ont faite. Donc, c'est ça qu'on va aller voir directement. J'ai trouvé que c'était intéressant et je vais le partager avec vous aujourd'hui. Donc, voyons voir, est-ce que je peux changer ça? On peut changer ça de côté. Non. Alors, moi, je vais mettre ça comme ça. Tiens, comme ça, vous allez voir le plus possible. Donc, ici, c'est un document qu'on appelle ici les propriétés des échantillons d'où on a fait la collecte à Osiris-Rex. N'oubliez pas que ce n'est pas tous les échantillons qui sont disponibles. On met à la disposition des scientifiques à peu près 25% des échantillons
parce que le reste est entreposé pour les chercheurs du futur. Donc ici, ça nous montre un peu notre... Est-ce que je peux faire un clic? Ah, peut-être ce serait intéressant. Donc ici, on peut voir Bennu, qui était l'astéroïde ici. On peut voir lors de l'approche et on est venu chercher les échantillons. Maintenant, une des raisons pourquoi on voulait aller faire un tour sur Bennu, c'est qu'il y a une certaine gravité qui donne comment on pourrait dire ça? Une forme à l'astéroïde, donne une certaine gravité, bien sûr, mais aussi à cause de sa couleur. Sa couleur était très, très noire. C'est un de ces objets qui est très foncé dans l'atmosphère, et ça nous donnait des indices qu'il y avait du carbone sur ceci. Donc, c'était une des raisons pourquoi il voulait y aller. Voilà. Donc, on a vu il y a quelques mois des échantillons. Il nous montrait des échantillons ici. Donc, on a ici des microns. Et on peut voir, on nous montrait ici comment est-ce que les grains étaient revenus. Donc, très, très foncés. Et voyons voir d'autres photos qu'il y avait. Donc, ici, il y avait le retour. Ça, c'était dans le mois de septembre 2023. Donc, la capsule qui est venue ici. Donc, on a ramené la capsule dans le laboratoire, mais ça a pris des mois avant que l'on puisse prendre des échantillons d'autour, ouvrir la capsule. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je suis très fier des Chinois qui font ça de façon très, très, très rapide et c'est impressionnant. Voyons voir qu'est-ce qu'on a ici. Ouh, c'est excitant. Donc, voilà. Donc, ça, c'était la capsule dans laquelle il y avait l'échantillon et ils ont fait l'échantillon d'une variété de petites poussières qui avaient été emmenées tout au long du voyage, donc pour augmenter la quantité d'échantillons disponibles. Alors ici, ce sont des exemples. On va mettre ça un peu plus grand. Donc, ça montre ici quelques exemples des échantillons reçus. Donc, ils avaient très bien organisé ça. Et les photos qu'on a vues, c'était parmi les plus grands morceaux qui étaient comme ceci. Donc, chacun de ceux-ci dépendait de l'endroit où il y avait eu échantillonnage. Et si je me rappelle bien, ça vient... je ne sais pas si ça, c'est à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est une bonne question. Je devrais lire le document un peu plus. Donc ça, c'est un autre exemple avec des photos ici seulement, il n'y avait pas de recherche ici qui était chimique. On regardait un peu la forme, on peut voir que c'est très noir, donc inclusion de carbone. Et on peut voir qu'il y avait certains fragments qui étaient beaucoup plus clairs de d'autres compositions. Voyons voir si on peut voir d'autres petites choses qui étaient intéressantes. Donc ici, dans le document, on parle de toutes sortes de choses, de composition chimique. On mentionne qu'il y a beaucoup de magnésium, il y a du phosphate aussi, qui était très surpris de voir cela. Il y a des cristaux qui sont des minéraux qui sont de serpentine, donc des phyllosilicates qui font partie ici. Donc on mentionne certains types de minéraux comme la magnétite, pyrrhotite, pentlandite. Donc ce mélange ici de fer, un peu de nickel bien sûr, probablement un peu de soufre aussi. Les dolomies ici, alors la dolomie, ça c'était une composition de magnésium surtout et de carbonate. Et olivine ici, qui ressemble un peu plus à la composition de notre manteau terrestre, par exemple. Voilà, donc on a montré certaines organisations de certains minéraux. Donc ça ici, c'est aussi, alors c'est 5, ce pas des microns ici, micromètres, intéressant. Donc on peut voir ici qu'il y a une organisation de certains de ces minéraux. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on mentionne suite à ceci, et suite au fait qu'il y a du phosphate aussi, qu'il se peut que Bennu viendrait d'une astéroïde qui serait plus grande, qui peut-être aurait eu de l'eau, petit mini-océan. Alors, il y a toutes sortes de spéculations ici. La question, c'est que nous, on pense que c'est fait dans un environnement où il y a de l'eau, surtout avec le phosphate, basé sur ce que nous connaissons et l'environnement de la Terre. Il se peut que dans l'espace, avec des millions et des milliards d'années, que les procédés peuvent être différents, mais ça, je ne sais pas. Plus de recherches sont nécessaires ici. Donc ici, on a d'autres exemples. On mentionne les compositions. Voyons voir si je peux regarder cela. Est-ce qu'on peut regarder? Voyons voir où est ce document. Juste parce que je veux le montrer. Voilà.
je vais me parler un peu de quelle est la composition de ces minéraux. C'est toujours intéressant de voir ça. Ça, c'est le côté un peu minéralogique qui est intéressant de façon, ça me rappelle un peu mes cours en géologie à l'université. Voyons voir, ça, c'est les graphiques qu'on a vus, la rosette, voilà. Donc, j'ai trouvé ça ici intéressant. Donc, on peut voir ici les petites lamelles. Donc, on a besoin pour faire ceci. Pour faire cela, on peut voir ici une forme de cristaux ici et là. Ça veut dire qu'on a besoin d'environnement où il y a un certain fluide nécessaire pour le faire. C'est pour ça que c'est cette idée qu'on dit qu'il devait avoir un environnement possible avec de l'eau ici. Donc, on peut voir qu'en haut, c'est la magnétite et des petites sphères de magnétite. Donc, ça ici, c'est de la magnétite en haut. En ce qui concerne celui-ci, nous avons aussi un autre grain ici, cristal de magnétite, ici qui est sphérique. Ici, on a des petites plaquettes de magnétite. Alors ici, ça, c'est de la pyrrhotite. Donc ça ici, c'est avec soufre, fer, un peu de nickel, ainsi que des petites... Alors, beaucoup de magnétite, ça veut dire qu'il y a oxygène et fer pour faire cela. Ils ont fait un peu d'études avec la composition de l'isotope d'oxygène et ils disent qu'on a besoin d'un petit peu plus de recherche sur cela. Donc ici, on peut voir qu'il y a des carbonates. On peut voir ici, alors le dolomie, c'est carbonate. Ici, on a des grains de calcite et de magnésite. Chose intéressante, ce sont des carbonates, donc font partie de ce que nous connaissons ici sur Terre, qui ont besoin d'un environnement où on a besoin d'un fluide. C'est intéressant. Et ça ici, ça nous montre, celui-ci, c'est pour la phosphate, si je me rappelle bien. Alors ici, on a un objet qui est le même. Donc, on a ici le plus grand caillou et le plus petit. On prend ce caillou et on le fait de façon visuelle. On prend ceci et on le prend plus près. Donc, cette information ici vient juste d'en haut là. Et on peut voir, donc il y a beaucoup ils appellent ça de l'argile qui était là. Donc, les argiles smectites, ce sont des compositions qui sont souvent faites dans des endroits où il y a un peu de métamorphisme dans les sédiments. Alors ça donne quelques indices de plus. Donc, les chercheurs ont plein de points intéressants et je vais vous montrer en bas, c'est intéressant dans la conclusion. Donc, ils n'ont pas de données spécifiques. Par contre, ils ont dans leur discussion plusieurs hypothèses qu'ils emmènent et qu'ils doivent vérifier dans le futur. Donc, ça ici, on a l'hypothèse 1 qui se rapporte comparer ce matériel avec d'autres matériaux extraterrestres avec le carbone. On a bien sûr, c'est très constant avec la minéralogie et la chimie de ce qu'on a vu de façon avec des moniteurs à distance. Autre chose, il y a possiblement, on dit qu'il y a certains minéraux qui semblent avoir des choses qu'on ne connaissait pas trop et qu'on doit revérifier la composition chimique. On dit que ça ressemble à un environnement où il y aurait eu de l'eau, mais ça a été altéré. Donc, la question, c'est est-ce que Bennu faisait partie d'un astéroïde plus grand sur lequel il y avait d'autres choses? C'est une bonne question. Et voyons voir. Ici, on a des propriétés qui sont distinctes des météorites, parce que les météorites, bien sûr, lorsqu'ils arrivent sur Terre, ce sont des fragments qui sont chauffés. Ils sont chauffés dans l'atmosphère lorsqu'ils entrent. Donc, ça, c'est quelque chose à considérer. Et donc, il y a plusieurs hypothèses qui sont emmenées. N'oubliez pas que la grandeur des échantillons utilisés sont très petites et donc on doit continuer à faire des recherches en incluant une comparaison avec les échantillons que le Japon a fait revenir il y a quelques années de leur astéroïde, ainsi que de regarder la composition de certains météorites qui sont sur Terre. Comme ça, on peut faire des analogies, essayer de mieux comprendre notre système solaire. Et ça, c'est le grand point que je voulais dire aujourd'hui. Et puis, il y en a un autre que je voulais mentionner aussi. L'information que j'ai, c'est que cette semaine, il y a eu quelques astéroïdes qui se sont approchés de la planète Terre. Donc ici, on a l'astéroïde 415029. Elle mesure à peu près 2 km, donc c'est assez près. Et elle s'est approchée le 27 juin d'à peu près 6,6 millions de kilomètres.
Maintenant, gardez en tête que la Lune est à peu près à 400 000 kilomètres. Donc, on se retrouve ici à peu près 10 à 15 fois la distance entre nous et la Lune. C'est assez près quand même. Et à 2 kilomètres quand même, c'est une grande astéroïde. Donc ça ici, je trouve que c'est intéressant. Donc on a ici le système solaire. Voyons voir si je peux rapprocher. Donc on a ici le Soleil. Voyons voir si je peux mettre ça plus grand pour vous. Est-ce qu'on peut mettre ça plus grand? Voilà, excellent. Donc si on approche ici, parfait. Donc, on a le Soleil, on a Mercure, nous avons Vénus et la Terre qui est juste ici. Si je tourne un peu pour avoir une meilleure vision, voilà. Donc, on peut voir que l'astéroïde, c'est l'astéroïde qui est en orbite autour du Soleil, mais qui n'est pas sur le même plan. Autre chose intéressante, on peut voir que cet astéroïde va aller proche des orbites à un moment ou un autre de Mercure, de Vénus, de la Terre et de Mars, bien sûr. Donc, on peut voir ici, si on se rapproche, on peut voir ça de façon intéressante. Donc, voici comment est-ce qu'on se retrouve avec l'astéroïde qui se rapproche de la Terre beaucoup. Donc, on a l'orbite de la Terre et on a l'orbite ici de notre astéroïde. Donc, c'est assez proche quand même. Oh, regardez, ça fonctionne avec le temps. C'est intéressant. Donc, on peut voir que ici, les deux s'éloignent. Donc, il y a quelques jours, on était très près l'un de l'autre. Donc, ça ici, c'est un exemple d'un astéroïde. Il y en a plein d'autres astéroïdes et on garde en tête ce qui se passe. Ça, c'est un astéroïde qui s'est approché de la planète Terre le 27 juin. Je sais que le 27, il y a eu d'autres petits astéroïdes de quelques centaines de mètres qui se sont approchés. Mais ça ici, à 200 km, c'est grand. Par contre, il n'y avait aucun doute que ça n'approcherait pas notre planète Terre. Et ça va nous amener aujourd'hui à la fin de notre émission. Donc, s'il y a des personnes qui sont disponibles ici et qui ont des questions à caractère scientifique, vous pouvez les inclure. Sinon, ce que je vais faire, on va terminer notre émission aujourd'hui. C'est le début des vacances pour moi. La dernière journée d'école était hier et donc, je commence mes vacances avec vous et c'est excitant. Vu qu'il n'y a pas d'autres questions, si vous avez des questions ou des commentaires sur cette vidéo, mettez-les dans la question commentaire, ça fera plaisir de les voir, bien sûr. Et entre-temps, je vais mettre ici le lien à une autre vidéo qui se rapporte à l'astronomie. Vous allez voir, on apprend toujours des choses sur ma chaîne. Sur ce, on se voit aux prochaines vidéos.